spécificité de la période qui s'engage avec les événements que Jérôme vient de rappeler et qui s'achève autour de 46. Trois éléments de spécificité qui sont liés entre eux. Premièrement, à un niveau macro-politique, au sens large du terme politique, c'est une période qui est marquée à divers titres par la centralité de la question de l'État, de sa nature, de la démocratie et des institutions, démocratiques ou pas. Cette centralité de la question de l'État et des institutions confère au syndicalisme une place politique inédite. Et quand je dis syndicalisme, ça veut dire que ça confère aussi à l'instance confédérale une capacité d'action ou un champ d'action euh, beaucoup plus important qu'il ne l'était dans les périodes évoquées précédemment. Et par là même, parce qu'on est dans du macro-politique, ça inscrit l'action et l'expression du mouvement syndical dans une dynamique beaucoup plus large qui s'exprimerait, enfin qu'on pourrait résumer en rappelant que et le programme du Rassemblement populaire et le programme du CNR, qui, totalement pour le premier, largement pour le second, sont la reprise du programme de la CGT, sont également des programmes signés, je n'entre pas dans le détail, par les partis politiques qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas, et par des associations ou mouvements de résistance qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Alors, dans ce cadre-là, je reviens très rapidement sur ce que tu viens d'évoquer. Euh, Défendre la démocratie menacée. Le mot défense est important parce que dans ce premier point, donc, qui porte sur la période 34-39, mais je pourrais dire 34-44, la dimension défensive est essentielle. Et pour reprendre l'exemple du 7 février que tu évoquais, la CGT jour, à l'époque, la CGT jour, dénonce une offensive contre les libertés publiques et la démocratie. Nous voulons conserver les libertés fondamentales, si héroïquement arrachées par nos aïeux et sans lesquelles la vie n'est pas d'être vécue, d'où l'appel aux 12 à la défense de la démocratie. Défense, appel à la défense de la démocratie qu'on retrouve dans l'appel à la manifestation du 14 juillet 1935, dont les syndicats sont partie prenante, et qu'on retrouve dans le préambule du programme qui est ratifié en 1936. On retrouve dans le préambule du programme, je rappelle, qui reprend l'essentiel du programme de la CGT, c'est explicitement mentionné, enfin on dit des syndicats, hein, puisqu'on est en phase de réunification, explicitement mentionné dans le préambule, les termes de défendre, garantir les libertés essentielles, un changement sera obtenu. Quand un grand changement aura été obtenu, la liberté sera mieux défendue. Donc on est toujours dans cette dimension de défense. Cette défense de la liberté, qui apparaît en premier point dans le programme, hein, c'est liberté, pain, paix. Moi, je dis toujours pain, paix, liberté, mais c'est liberté, pain, paix dans le programme. Donc, la liberté est première parce qu'elle est la condition. Enfin, les libertés démocratiques sont la condition, comme tu le rappelais, de la lutte. Elles sont développées sur deux points. La défense de la liberté euh, excusez-moi, l'application et le respect des libertés syndicales. Le programme ne mentionne pas application et respect, donc il n'est pas question d'élargissement. La question de la fonction publique n'est pas posée. Et la liberté de conscience qui est articulée avec le problème de la laïcité scolaire. Autrement dit, dans le programme, quelle que soit son ampleur et ses résultats ultérieurs, il n'y a pas de revendication en termes de droits nouveaux, ni même de revendication en termes d'élargissement de l'existence. Ça tient à l'ampleur du péril qui est en face et donc à des priorités qui sont énoncées. Euh, Dans la motion du Congrès d'unité par 36, on parle d'une amélioration du sort des masses de la population française et le triomphe de la liberté. Et donc, il s'agit bien de la liberté en tant qu'elle est menacée par la démocratie, mise à mal par l'adversaire et défense de la paix qui sont. Alors, dans ce contexte-là, il me semble que les grèves de 36, les conquêtes de 36,
obtenus d'une part dans le cadre des accords Matignon, mais d'autre part dans le cadre des législatifs, infléchissent en pratique la question de la liberté, et peut-être des libertés, dans la mesure où la loi sur les 40 heures, qui était dans le plan de la CGT, mais qui n'était pas repris en tant que tel dans le programme, et la loi sur les congés payés, euh, dont la permettent une libération du temps. Et la libération du temps, ce temps libéré, c'est une revendication qui, je dirais, qui est quasiment vieille, qui est plus vieille que le mouvement syndical, puisque c'est 1890, le 1er mai, à une échelle internationale, les 3-8, hein, le temps de travail, le temps pour s'instruire et le temps pour se reposer. Donc on a là une réponse, et une réponse construite par l'articulation de la lutte et du pouvoir législatif à cette question de cette liberté que constitue cette redéfinition du temps de travail, c'est-à-dire une modalité en acte 36, 37, 38, ça se complique un peu, mais c'est quand même encore là, de l'émancipation individuelle. Une émancipation individuelle, émancipation, je dirais, de l'individu, de la personne, hein, qui n'est pas théorisée par les textes, mais qui n'a peut-être pas besoin d'être théorisée, ni besoin ni le temps d'être théorisée dans la séquence très courte, finalement, de tout ça, mais qui me paraît, on l'avait montré avec Michel Margueras, s'exprimer très profondément dans les représentations, représentations par la photographie, par le cinéma d'origine militante, qui concerne sans doute plus spécifiquement les jeunes. Je renvoie aux photographies de Jamais. Il y a une génération de travailleurs qui s'émancipent, mais en même temps, et c'est ce qu'on avait montré avec Michel, et on le retrouve dans les mémoires de militants, hein, quand on c'est très net, euh, cette émancipation de l'individu n'est jamais vécue comme un individualisme, mais comme étant le fruit d'une lutte collective et les résultats de la lutte collective. Et ça, c'est construit de façon assez impressionnante par la photographie. Alors évidemment, la dimension défensive, j'ai pas dû, oui, si ça va. La dimension défensive, elle se renforce avec l'entrée en guerre. Euh, il s'agit non plus de défendre la démocratie menacée, mais de défendre une indépendance mise à mal, puis de défendre un pays contre l'occupation et ses effets, et contre un régime qui met à mal l'ensemble des libertés. Et donc la dimension défensive et la perte de spécificité, je ne dirais pas du discours, on n'en est pas des discours, mais à l'action pour la défense des libertés, qui passe par la résistance, les résistances dans leur forme complexe. Euh, il y a une spécificité de la résistance syndicale, mais ça s'inscrit globalement dans un projet de lutte pour l'indépendance de la France contre un adversaire qui est un adversaire d'autre sorte. On retrouve cette dimension défensive dans le programme du CNR, dont je rappelle qu'il est signé alors que la guerre sévit encore, en mars 1943, et on le retrouve dans la partie plan d'action immédiate, hein, en attendant pour finir la guerre, puisqu'il s'agit de défendre la vie et la liberté de tous les Français. Et là, il s'agit bien de liberté menacée, enfin de liberté telle qu'elle est mise à mal par l'occupation et par Vichy, hein, défendre la vie et la liberté de tous les Français contre la barbare oppression de l'occupant provisoire. Avec, dans l'énoncé du programme, des mesures à appliquer dès la libération du territoire, ça précise le terme de liberté. Alors, j'ai essayé de reprendre les usages du terme liberté dans les mesures à appliquer dès la libération du territoire, assurer l'établissement de la démocratie la plus large, dans la parole au peuple français. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, de manifestation. Il y a un infléchissement. Alors, je sais bien, je suis consciente de bout en bout, mais je m'en suis justifiée en départ, que je ne suis pas dans des textes qui sont l'exclusivité du mouvement syndical, mais dans lequel le mouvement syndical a joué une place prédominante. Vous constatez que la plus large, la pleine, c'est pas de la restauration,
C'est quand même des adjectifs qualificatifs qui nous renvoient vers un élargissement, certes à construire et à définir. J'insiste sur la liberté de manifestation parce que je dois dire que malgré mes travaux, ça m'avait totalement échappé. Le programme du CNR demande la liberté de manifestation qui ne sera pas reprise dans les résolutions, euh, dans les résolutions des États généraux de la résistance française, dont je vais redire un mot. Il y a des villes qui le demandent et puis il y a des villes qui ne le demandent pas. Et puis ça disparaît. Et comme vous le savez, c'est pas dans la Constitution de 46. Bon, ensuite, on a toujours, je suis toujours dans le programme du CNR, réforme indispensable sur le plan économique. Et ce qui est intéressant, c'est que la place est faite aux libertés syndicales n'est plus la même. Dans le programme de 36, c'était défense de la liberté et on avait liberté de conscience, liberté syndicale sans élargissement. Là, la question, alors je vous rappelle que les syndicats ont été restaurés dans leur liberté traditionnelle par l'ordonnance du 27 juillet 44. Donc le programme prend acte de ce que cette reconstitution a eu lieu, mais ce syndicalisme doit être doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale, donc une liberté collective qui est de toute autre nature que la simple liberté telle qu'elle était définie précédemment. Et c'est intégré dans la partie mesures économiques et pas dans la partie des libertés démocratiques. Et je crois que cette place même qui est faite à la question d'un syndicalisme indépendant dont on entend élargir les capacités d'action, témoigne bien de la place nouvelle euh, que la conjoncture a créée pour l'action syndicale, de sa dimension politique au sens large du terme politique. Où est-ce que j'ai fait un petit truc? Ça sert à rien. Dans le programme du CNR, il n'est pas question explicitement de l'élargissement à la fonction publique. Ça s'accompagne par ailleurs de l'affirmation de droits, et on avait beaucoup discuté ensemble dans la préparation de la journée sur l'articulation entre droit et liberté, c'est vrai que la notion de droit tend à s'affirmer à côté de la question de liberté, mais on a un glissement avec donc l'affirmation de droit d'accès aux fonctions de direction, droit au travail, droit au repos, qui sont des notions qui n'apparaissaient pas sous cette forme-là. Donc un élargissement des formes de la liberté d'action, de la liberté d'action collective, et une affirmation en termes de droit de ce que permet cette action, ce qui est un élément nouveau, traduisant évidemment un rapport de force qui s'est modifié. Alors, il me reste à peine 10 minutes, mais ça suffit. Euh, j'ai essayé de voir, en étant consciente que je glissais sur des sources qui sont de moins en moins exclusivement syndicales, mais où je pense néanmoins qu'elles elles font apparaître des réflexions qui sont partagées, quelquefois d'ailleurs qui sont nommément partagées par les organisations syndicales. Quelle place est faite à la question de la liberté dans les cahiers de doléances qui sont rédigés dans les communes et puis qui remontent au niveau des départements, puis qui remontent au niveau national en 45 à l'appel du CNR. Alors, j'ai les trois composantes, hein, liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est des textes divers et épars, hein. J'en ai fait une lecture, donc les archives saillants qui sont déposées maintenant à l'Humathèque à Condorcet. Fraternité, ça servira pour d'autres séminaires, hein. Fraternité très peu présent, on utilise le terme uniquement s'agissant des questions internationales. Égalité, oui, je constate que l'égalité, elle est, enfin, quand je la vois apparaître dans des cahiers, euh, égalité des droits civils et sociaux, souvent en lien avec ceux qui sont privés de cette égalité, les femmes. Il y a une UDCGT, je ne sais plus où, mais je peux vous retrouver ça, qui appelle à inscrire dans la nouvelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est très minoritaire, hein. Enfin, je veux dire, exprimé sous une forme aussi explicite, c'est assez minoritaire. Euh, on va le retrouver dans le serment qui est prêté
le 14 juillet 45. L'égalité des droits et des devoirs sans distinction de race, d'origine, de langue ou de religion, qu'on retrouve également dans les résolutions, mais qui, quand elle est prise en charge dans les cahiers, est en général prise en charge à propos de questions qui concernent les colonies, voire les travailleurs étrangers. On n'est pas dans quelque chose de central, mais je dirais que c'est une prise de conscience d'une inégalité existante qu'il s'agit de prendre en charge. C'est pas un phénomène, c'est pas central. Alors, la question de la liberté, le serment du 14 juillet appelle à la garantie de la liberté individuelle et démocratique. Cette fois-ci, le terme individuel est énoncé alors que je le voyais apparaître, mais je n'avais pas de théorisation de la question. J'ai encore 5 minutes. Euh, alors, il y a des textes. Alors, encore une fois, ces textes valent ce qu'ils valent, hein. C'est pas, il y a pas d'approche statistique possible de ces textes, mais j'en cite quelques-uns. Il ne fait aucun doute que les hommes demandent à vivre dans une liberté totale, pouvoir vivre selon leurs désirs personnels, droit de penser à sa guise, appartenir à la formation politique répondant le plus à son idéal, sous réserve que ces formations soient conformes à l'intérêt national, laisser son voisin et de laisser son voisin penser autrement, sans autre condition que la réciprocité. Tourisme et travail, en tant que tel, qui met l'accent sur le fait que le loisir doit être libre. Avec, libre, ça ne s'oppose pas à la construction d'organisations indépendantes du monde ouvrier, mais ça s'oppose dans le texte à toute forme paternaliste d'organisation des loisirs. La CGT du Var, on n'a pas toujours, on sait pas toujours qui parle, hein, mais des fois on sait. Des fois parce que c'était rapports de synthèse au niveau communal puis au rapport départemental, mais qui quelquefois énonce qui a parlé. Donc CGT du Var, de UD, se prononce pour l'épanouissement individuel, avec, dans un cahier des Deux-Sèvres, l'émancipation, nous la retrouvons, comme finalité. Les cahiers doivent s'inscrire comme une étape dans la progression de la communauté française en marche vers la plus complète libération de l'homme. C'est un devenir. Alors c'est un devenir, mais ce devenir, il suppose de prendre acte de la conjoncture et des impératifs de la conjoncture. Et là, la question de la liberté se trouve subordonnée à d'autres exigences. Alors, très beau texte dans le Var, mais c'est pas la CGT, c'est notre rapport de synthèse. Enfin, c'est pas précisé comme qui est dans le rapport de la CGT. Progrès social. L'homme est fait pour la liberté, il sent la liberté lorsqu'elle lui manque, il se sent avili et tout son être est en révolte. De cet instinct de liberté poussé au paroxysme est né l'individualisme, père d'un égoïsme féroce qui a pour résultat final l'exploitation du faible par le fort. Le libéralisme économique en est un fruit. Donc on a dans toute une série de textes une défiance vis-à-vis de l'individualisme énoncé en ces termes. L'homme est également un être social. Il est fait pour vivre en société et le lien de solidarité qui unit les hommes entre eux est indissoluble. Solidarité qui, à mon avis, est la déclinaison syndicale de la notion de fraternité, qui n'a pas tellement de sens dans le débat syndical. Tout acte humain a des répercussions bonnes ou mauvaises au détriment ou au profit de la collectivité. Le progrès social va consister à permettre à l'homme de développer au maximum sa personnalité et à la société, dans le même temps, de remplir intégralement sa fonction bienfaisante. La société devra respecter la liberté de l'homme et faciliter le plein épanouissement de la personne, mais l'homme devra, le mais c'est moi qui le rajoute, l'homme devra respecter la liberté de ses semblables et se mettre volontairement au service de la société pour lui permettre d'accomplir sa tâche. Et donc, on a, j'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres de même nature, mais je ne veux pas développer. Et ça donne quoi? Monsieur, votre tête, elle me dit quelque chose. Non, bon. D'où l'affirmation, et là on est en Eure-et-Loire, mais ça me paraît renvoyer à une idée assez dominante, pas toujours exprimée aussi nettement. La démocratie n'est viable que s'il existe une synchronisation parfaite, ça c'est pour les deux séminaires, synchronisation parfaite entre l'égalité et la liberté sociale. Donc les notions de liberté sociale, de progrès social, d'intérêt général, d'intérêt collectif, d'intérêt commun sont des notions qui sont récurrentes dans la quasi-totalité des cahiers. C'est-à-dire que la liberté, telle qu'elle est pensée, affirmée comme une nécessité
dans ces textes, elle est surdéterminée. Elle est surdéterminée conjoncturellement, la bataille de la production qui est la conséquence de l'indépendance économique, qui elle-même est le gage des libertés à reconstruire, à élargir. Oui, je n'ai pas dû vous dire qu'entre-temps, là, il y a revendication de l'élargissement du syndicalisme aux fonctionnaires, parce que je me suis remis dans mes notes. Mais elle est aussi déterminée structurellement par la centralité affirmée pratiquement par tous de l'intérêt national et de l'intérêt général qui doit primer sur l'intérêt particulier. Je cite, les libertés se limitent entre elles et il faut que chaque individu en ait une claire vision et de ses devoirs vis-à-vis des autres. Et ce qui m'a frappé dans ces textes, y compris dans les textes explicitement syndicaux, c'est l'affirmation la nécessité de devoir, les droits et devoirs, la liberté, mais la liberté et alors devoir. Il y a eu récemment, je ne sais plus quel était le ministre qui avait mis en avant face à la dernière grève la question d'obligation au travail, en rappelant qu'elle était dans la Constitution. Alors j'ai été revoir. Hein, le texte est, bon, les juristes s'en sont très bien expliqués à l'époque, mais la notion de devoir au travail est une notion qui traverse énormément de cahiers, avec quelquefois des. Je ne pense pas qu'ils émanent du mouvement syndical, ceux-là, mais des textes qui demandent des sanctions. Euh, mais la notion d'obligation du vote également, qu'on retrouve dans certains textes, je ne le dirais pas, et là on n'est plus dans le mouvement syndical, hein, il y a beaucoup d'associations qui sont là, et puis il y a la nébuleuse catholique qui est présente évidemment. Hein. Mais de ce côté-là, je ne dirais pas qu'il y a une obligation à avoir des enfants, parce que c'est pas dit en ces termes-là, mais c'est quand même de ça dont enfin, il y a tout le courant maternaliste qui joue de façon extrêmement forte. Bon, c'est-à-dire, et je conclus, que, me semble-t-il, l'émergence et la construction de l'État social, facteur de sécurité sociale au sens large du terme sécurité sociale, dont l'institution sécurité sociale est une déclinaison, euh, a participé, le meilleur, hein, de la structuration dans le vécu et dans les luttes d'un intérêt commun qui était énoncé comme un principe supérieur, et cet intérêt commun, principe supérieur, condition de la liberté individuelle et à terme de l'émancipation individuelle, a indéniablement, à partir ben, des 45-46, mais il y a la tête de la production, mais au-delà, me semble-t-il, et jusqu'aux années 60, et peut-être au-delà, a contribué à relativiser la question de la liberté individuelle, de la liberté de l'individu et peut-être de l'individu pour reprendre des questions que nous nous sommes quelquefois posées dans nos débats antérieurs, ou en tout cas à subordonner, je crois que c'est plus juste, à subordonner cette question à la question de la sécurité sociale comme acquis, hein, prise encore une fois, au sens large. C'est pas vécu comme une contrainte à la libération, pour des raisons évidentes, et pas vécu comme une contrainte dans les années 50, parce qu'il y a la construction de cet intérêt collectif par ces structures nouvelles qui sont un apport considérable, social au sens large. Il me semble que les années 60 et 68 sont le moment où il y a des phénomènes de césure qui apparaissent dans certains milieux plus que d'autres entre ces deux notions. Je m'arrête là.